Et 24 heures avec moi. Place au parti pris, route. Pascal, vous restez à nos côtés. Abnous Chelmani nous rejoint pour l'international. Et on va peut-être commencer par Pascal ce soir. On va commencer par Pascal parce que dans cet océan d'incertitude, il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a un prix Nobel français. Mais Pascal, vous nous dites, il est français. Mais il est un peu américain aussi. Oui, enfin, il est français. Il est de nationalité française. Il s'appelle Michel Devoré. Alors, c'est un spécialiste de physique quantique, en effet. Il est prix Nobel de physique, il a 72 ans, et c'est un spécialiste de l'électrodynamique quantique. Alors vous savez, il a réussi à modéliser ces choses extrêmement complexes qui se produisent à toute petite échelle. C'est l'avenir de la physique, si vous voulez. Alors oui, français, mais il enseigne à Yale, il était formé en France, hein. Il enseigne à Yale, et où travaille-t-il ? À votre avis, il travaille chez Google. Chez Google, où on s'intéresse évidemment à la physique quantique, parce que c'est le cœur, le réacteur du moteur. Alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus, nos Nobel ? Je ne les ai pas tous passés en revue, je vous en ai pris 3 ou 4. Anne Lhuillier, Nobel 2023. Elle est prof de physique atomique aussi. Elle commence au CEA. Alors, c'est le commissariat à l'énergie atomique. Ça, c'est bien français. Oui, mais où sont ces contrats de recherche ? En Suède, et puis ensuite à l'université de Caroline du Sud. Un autre, Pierre Agostini, parce qu'il y a parfois des co-détenteurs du Nobel. Vous allez vous étonner, c'est la même année. Non, il est co-lauréat du Nobel, il est docteur de l'université d'Aix-Marseille, il est Nobel de physique, donc il travaille au CEA de Saclay, mais il devient chercheur à l'université de Caroline du Sud, et puis il devient professeur ensuite à l'université de l'Ohio. J'en ai quand même trouvé un qui est resté ici, c'est Alain Aspect, qui est le co-lauréat du Nobel de physique, une carrière française, 2022, Institut d'optique, CNRS, mais quand on lui pose la question, il regrette la pauvreté de la recherche française, et il déclare que la loi de programmation de la recherche est inférieure à ce que souhaitait l'Académie des sciences. Et puis une personnalité dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, elle est très emblématique, elle s'exprime bien, c'est une jeune femme qui est très diplômée, enfin elle est formidable. Voilà, moi je pense que j'aurais utilisé ce mot-là. Elle est Nobel de chimie en 2020, Université Pierre et Marie Curie, Institut Pasteur, mais que fait-elle une fois ses études terminées ? Elle va travailler un peu en France, et puis ensuite elle va partir en Autriche, et puis on la retrouvera à Berlin, où elle sera directrice de l'Institut Max Planck, et elle dit, je pense que la France aurait du mal à me donner les moyens de recherche que l'Allemagne me donne. Et puis donc... Parce qu'on lui met un laboratoire à disposition. Absolument. Et pas seulement parce que ce sur quoi elle recherche, c'est-à-dire les ciseaux génétiques, en France, nous n'avons pas le droit de travailler dessus, puisque la bioéthique, etc., nous l'interdit. Donc de toute façon, on n'aurait pas pu inventer et travailler sur ces toutous formidables. En France, c'est interdit. Voilà, c'est ce qu'on appelle un binôme. Elle a tout dit pratiquement, et c'est génial. Regardez, pour expliquer tout ça, ce tableau des dépenses publiques en faveur de l'innovation et de la recherche, parce qu'il faut bien trouver une explication. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont ? Regardez ce tableau de FIPECO. L'objectif de l'Union européenne, c'était consacrer 3% du PIB à la recherche et à l'innovation. La France, c'est 2,2, la Suède, 3,6, l'Allemagne, 3,1, et puis j'ai pris quand même la Corée du Sud, 5%. Vous avez des pays qui ont compris que c'est là, comme le dit mon camarade Philippe Aguillon, que se situe véritablement l'avenir, la création de valeur dans la recherche et dans l'innovation. C'est là, dans la recherche fondamentale, que nous avons un avenir. Vous savez ce que ça m'a rappelé ? Ça m'a rappelé un autre secteur en un mot. Le football. Nous avons dans le monde les meilleures académies de formation. Mais tous nos bons joueurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent en Angleterre. Ils partent jouer en Angleterre. Ou maintenant, en Allemagne, dans les monarchies Espagne, du Golfe. En Italie ou dans les monarchies du Golfe. Même combat. Bon. C'est très juste. Il y a quand même le PSG. Hein. Oui, mais le PSG ne nous appartient pas. Il français. appartient au Qatar. Il n'y a quasiment pas de joueurs français. Route, votre parti pris politique, LR entre deux feux.
puisque... Même un petit peu aussi. Alors, oui, parce qu'en réalité, ça bouge beaucoup. Il y a deux tentations pour la droite. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis lundi soir, il y a des fronts renversés dans ce parti et on ne sait plus très bien ce qui s'y passe. En réalité, Bruno Retailleau, dimanche soir, décide de quitter le gouvernement à cause de la nomination de Bruno Le Maire. On le sait bien, on l'a largement commenté. Dans l'après-midi même, Laurent Wauquiez avait dit « il ne faut pas participer au gouvernement ». Entre-temps, la question se pose, parce que depuis 24 heures, Sébastien Lecornu met la pression, et le président aussi, sur le LR pour savoir s'ils veulent rester dans le bloc central ou pas. Avec la menace, entre guillemets, c'est la gauche ou la dissolution. Ça a été dit clairement aux représentants des LR. Et Emmanuel Macron a encore appelé Bruno Retailleau tout à l'heure. Exactement. Et donc, ils en ont parlé de façon très franche. Or, ce qui est en train de se passer est assez étonnant, puisque normalement, il y a une visioconférence des LR dans la soirée où Bruno Retailleau doit essayer d'avoir l'avis général. Dans l'intervalle, Laurent Wauquiez, avec ses députés, selon notre service politique très bien informé, dit « moi, je suis pour rester dans le bloc central ». Alors qu'il défendait l'inverse. Alors non, attendez, non. Il n'a jamais défendu de sortir du bloc central complètement, il a dit sortir du gouvernement. Et donc, là, on est vraiment dans quelque chose, c'est pas pareil, hein. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est est-ce que Bruno Retailleau, ce soir, va décider qu'il sort complètement du bloc central et que c'est les Républicains tout seuls, qui ne sont que 50. 50, ça veut dire qu'ils ne sont même pas 58 pour déposer une motion de censure. Donc, c'est un groupe qui ne fera pas d'alliance officielle, j'aurais pu vous en parler, avec le Rassemblement national, mais qui, par ailleurs, s'il sort du bloc central, est un groupe un peu ultra minoritaire. Mais peut-être qu'avant une dissolution, la stratégie, c'est on défend nos idées et on y va. D'autres peut-être disent non, on va pas laisser la gauche passer, parce que si on sort du bloc central ce soir et que demain matin, il y a Olivier Faure Premier ministre, on va se retourner vers nous et on va nous dire bah alors c'est vous, bravo, merci bien, de la part de leurs électeurs. Donc c'est assez cornélien, c'est sûr. En plus, c'est vrai que la dissolution n'arrangera pas les affaires des Républicains qui, même s'ils ont monté, par exemple, en Tarn-et-Garonne dans la partielle, ils sont arrivés à 17,55, alors que la Renaissance est à 5. Bon, ils sont montés, certes, mais ils sont quand même pas au pinacle. Donc, ils sont dans une situation très compliquée, mais dans laquelle c'est à front renversé. Parce que Bruno Retailleau, dimanche après-midi, il voulait rester non seulement dans le bloc central, mais au gouvernement. Et maintenant, on a Laurent Wauquiez et ses députés qui veulent rester dans le bloc central pour ne pas être accusés de trahir leurs électeurs pour amener un gouvernement de gauche, et en plus de ne pas risquer d'être dissous par les élections. Donc, c'est un feuilleton haletant pour tous les gens que ça intéresse, mais c'est très important pour l'avenir du gouvernement et de la situation, honnêtement. En plus, il y a cette affaire de retraite, c'est complètement ce que disait Hervé Gattegno. Dans le groupe LR, pendant la réforme des retraites, vous avez eu 16 députés qui voulaient voter contre la réforme des retraites. Et aujourd'hui, Bruno Retailleau dit « Ah non, attention, si on remet en cause la réforme de retraite, je m'en vais, je prends mes bagages. » Laurent Wauquiez, qui ne s'était pas beaucoup bougé pour soutenir cette réforme des retraites, dit « Non, on va rester. » Bon, alors voilà où on en est. Quand vous dites entre deux feux, moi je dirais entre 4, 5, 6 feux. Et avec la guerre des chefs. Et avec une guerre des chefs qui est très très dure, parce que Laurent Wauquiez considère que Bruno Retailleau a fait une grosse erreur en quittant le gouvernement dimanche soir. Il veut profiter de cet avantage pour reprendre l'initiative, et il se dit si je reste dans le jeu, je pourrais me redevenir un présidentiable possible de ce parti. Voilà. Donc ça, c'est complètement le fond de la question. Donc finalement, le feuilleton n'est pas du tout fini. Ouais. Parce que juste pour conclure, si jamais il reste et qu'il reste dans un gouvernement, peut-être que ce ne sera pas la gauche finalement. Enfin, je veux dire. Oui, c'est pas la seule hypothèse. C'est plus la seule hypothèse. Ça travaille. La seule hypothèse. C'est pour ça que c'est important. Et rappelons que Sébastien Lecornu a quitté le bureau d'Emmanuel Macron et qu'on connaîtra la réponse. Donc, qu'Emmanuel Macron lui a-t-il répondu ? Qu'est-ce qu'il a répondu à son plan, alors qu'il lorgnait vers la gauche, encore une fois,
en proposant un gel de la réforme des retraites. On le saura évidemment dans la soirée. Abnouz, votre parti pris international, alors là, c'est assez stupéfiant. Voici un État totalitaire. La Chine, qui veut lutter, qui veut interdire le pessimisme. Ouais, le pessimisme interdit en Chine. La France tout entière, dans un régime chinois, là aujourd'hui, serait en prison. Donc si on appliquait les méthodes chinoises, c'est un papier du New York Times qui nous l'apprend. La Chine a lancé il y a quelques jours une campagne nationale de 2 mois qui vise à éliminer le pessimisme et la négativité sur les plateformes de médias sociaux. La négativité. Oui. Vous allez voir, l'administration du cyberspace de Chine, la CAC, a annoncé que cette initiative cible le contenu qui, je cite, interprète malicieusement les phénomènes sociaux, exagère sélectivement les cas négatifs et les utilise comme une opportunité pour promouvoir des visions du monde nihilistes ou autrement négatifs, rajoutant être préoccupé par les contenus qui, je cite encore, exacerbent les divisions basées sur le genre ou d'autres groupes d'identités, ainsi que les live streams qui glorifient l'automutilation et la violence. En gros, hors de la ligne chinoise, point de salut et souriez en même temps, s'il vous plaît. Plusieurs blogueurs populaires promouvant le mode de vie du tankping, je vous en avais énormément parlé ici, c'est un mouvement. Le tankping, c'est le lying flat en anglais, le rester allongé en français, qui est né en 2021. C'est le fait de résister à la pression économique et sociale, en restant couché, en se filmant couché, c'est en glandant, en glandant et en faisant une apologie. Voilà, il faut se filmer et le poster. Figurez-vous que plusieurs blogueurs populaires qui promeuvent le tankping ont été éliminés des réseaux sociaux. La campagne a aussi visé des figures médiatiques importantes. Un influenceur qui soutenait qu'il était, je cite, financièrement plus sage d'éviter le mariage et la parenté, pouf, éliminé. Je vous avais déjà parlé du journal de ma stérilisation, le nom d'une chaîne sur les réseaux sociaux d'un jeune chinois de 26 ans, Li Luyang, qui racontait son choix pour la vasectomie. Il a cumulé 230 millions de vues et 1,38 millions de commentaires. Et dans un pays où il y a eu la dictature de l'enfant unique, maintenant on est passé à l'agressive promotion de la grande famille parce qu'il y a un problème de natalité en Chine comme ailleurs, donc c'est dire le courage. Un autre commentateur qui a reconnu, mais alors qui est juste noté candidement que les niveaux de vie de la Chine restent inférieurs comparés aux nations occidentales. Paf, éliminé lui aussi. Donc natalité en berne, crise économique qui s'enlise, confiance dans la gouvernance qui s'effrite. Et tout ça a engendré aussi de nouvelles expressions sur les réseaux sociaux. Là, pareil, il faut les éliminer, comme le garbage time, le temps des déchets. Je ne savais pas, c'est un terme emprunté au basketball qui décrit les derniers moments chaotiques d'un match quand le résultat est déjà déterminé. Donc c'est vraiment, on sait que c'est foutu, mais on y va quand même. Les rat people, une référence à ceux qui se terrent dans leur lit. Et alors là, des narratifs considérés comme défaitistes, comme l'expression « l'effort est inutile ». Alors dès que ça apparaît, même en commentaire, plus de compte, tout est éliminé. Interdit de décourager l'effort. C'est extraordinaire. Même, vous savez, la fête d'Halloween, je vous en avais parlé, a été interdite à Shanghai l'année dernière. Les Shanghaïens, on dit, nous, on fait quand même Halloween. Mais c'est là où c'est intéressant. Il y avait les déguisements classiques, mais il y avait surtout énormément de déguisements politiques. Un casque en carton imprimé du logo d'un site de recherche d'emploi barré du slogan « Le futur est inquiétant », un déguisement de poubelle marqué CV, d'autres qui notent la faible perspective d'embauche avec un carton Wanted, un emploi décent. Ils en ont profité pour dire même une fête festive devient une fête dépressive, où ils sont là mais rien ne va. Et en gros, ce que les Chinois disent à leur population, c'est souffrez mais en silence, s'il vous plaît. C'est moi qui rajoute le s'il vous plaît. Et comme le note l'article du New York Times, cependant, la répression en Chine porte une nuance politique distincte. Elle révèle l'anxiété du leadership concernant la prolifération du mécontentement au milieu de l'instabilité économique, d'une rivalité fluctuante avec les États-Unis et du désenchantement croissant parmi la jeunesse. Pour résumer, c'est celui qui dit qui est. Donc en gros, ça serait le gouvernement chinois qui est en dépression. Et de citer les données d'enquête compilées par le professeur Scott Rozelle de Stanford, qui nous dit qu'en 2004, 62% des Chinois répondaient qu'ils étaient d'accord avec l'assertion « dans notre pays, l'effort est toujours récompensé ». Ce chiffre a chuté à 28% en 2023. C'est dire le désenchantement. L'effort est décidément devenu inutile dans une Chine qui se laisse doucement déborder par une jeunesse merveilleusement créative et assoiffée d'une autre vie que celle dictée par le communisme à visage barbare. C'est une autre manière de brider la liberté d'expression. Je trouve ça formidable. Je trouve ça